Artemis II est rentré à la maison sur une prière et un bouclier thermique défectueux. Dans la soirée du 10 avril 2026, 4 êtres humains sont tombés à travers l'atmosphère à près de 25 000 miles par heure, entourés d'un plasma assez chaud pour faire fondre l'acier, sans aucun moyen de parler à qui que ce soit au sol, protégés par un bouclier thermique que la NASA savait déjà casser. Pas cassé en théorie, cassé en pratique. Testé une fois auparavant sur un vol sans équipage, et il en était revenu avec des morceaux manquants, plus de 100 emplacements où le matériau s'était fissuré, fracturé et envolé en fragments au lieu de fondre comme il était conçu pour le faire. Et la NASA y a quand même attaché 4 personnes. Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen, 3 Américains et un Canadien scellés à l'intérieur d'une capsule appelée Integrity, sur le point de découvrir si ce nom était mérité ou ironique. Pour comprendre pourquoi ces minutes au-dessus de l'océan Pacifique ont été les plus dangereuses auxquelles un astronaute ait été confronté depuis des décennies, il faut comprendre ce qui a mal tourné 3 ans et demi plus tôt sur un vol qui n'avait aucun équipage à bord pour s'inquiéter. En décembre 2022, la NASA a lancé Artemis 1. Aucun astronaute, juste le vaisseau spatial Orion pour un vol d'essai autour de la Lune et retour. Le vol en lui-même s'est bien passé. Orion a fait le tour de la Lune, a pris de magnifiques photographies et est revenu à toute vitesse vers la Terre comme prévu. La rentrée a semblé propre. La capsule a améri dans le Pacifique au large des côtes de la Basse-Californie et les équipes l'ont repêché de l'eau. Mission accomplie. Puis ils l'ont retourné et ont regardé le dessous. Le bouclier thermique, un disque de 16,5 pieds de large fait d'un matériau appelé Avcoat, était censé se carboniser uniformément pendant la rentrée. C'est ce que font les boucliers ablatifs. Ils absorbent la chaleur en brûlant de manière contrôlée et prévisible couche par couche, comme une bougie qui fond de l'extérieur vers l'intérieur. Le bouclier d'Orion n'avait pas fait cela. Au lieu de cela, des morceaux de la couche carbonisée externe s'étaient fissurés et s'étaient détachés en gros blocs. Pas de petits éclats, des fragments assez gros pour que le bureau de l'inspecteur général de la NASA les décrive comme créant une traînée de débris derrière le vaisseau spatial. Les ingénieurs ont trouvé des dommages dans plus de 100 emplacements à travers la surface du bouclier. S'il y avait eu des astronautes à l'intérieur, ils auraient probablement survécu. Probablement. La structure interne de la capsule a tenu, les températures à l'intérieur sont restées autour de 24 degrés Celsius et le bouclier, bien qu'ayant l'air d'avoir été attaqué, a techniquement protégé le véhicule. Le mot « techniquement » fait beaucoup de travail dans cette phrase. La NASA a lancé une enquête. Plus de 100 tests dans des installations à travers le pays. Test au jet de plasma au centre de recherche Ames en Californie, test au laser, passage en soufflerie hypersonique. Les ingénieurs ont prélevé environ 200 échantillons d'Avcoat sur le bouclier récupéré et les ont envoyés au Marshall Space Flight Center en Alabama pour analyse. L'enquête s'est éternisée pendant près de 2 ans. En décembre 2024, ils ont enfin publié la cause profonde. L'Avcoat n'était pas assez poreux. Pendant la rentrée, le matériau chauffe et subit un processus appelé pyrolyse, essentiellement une combustion sans oxygène qui génère des gaz à l'intérieur du bouclier. Sur un bouclier thermique correctement perméable, ces gaz s'infiltrent vers l'extérieur à travers la couche carbonisée externe et se dissipent inoffensivement. Sur Artemis 1, ils n'ont pas pu sortir. La couche carbonisée externe s'est scellée trop hermétiquement, emprisonnant les gaz en dessous. La pression a augmenté, des fissures se sont formées, et lorsque la capsule a replongé dans l'atmosphère pour la deuxième phase de sa rentrée par rebond, ses poches pressurisées ont explosé vers l'extérieur, faisant sauter des morceaux de la couche carbonisée comme des cloques éclatant sur une peau brûlée par le soleil. L'ironie est que les ingénieurs d'Apollo connaissaient ce problème exact un demi-siècle plus tôt. La formulation originale de l'Avcoat, utilisée sur les modules de commande Apollo, a été conçue avec la perméabilité à l'esprit. Les capsules Apollo utilisaient des trajectoires de rentrée par rebond et n'ont jamais eu de problème de bouclier thermique. La version Artemis de l'Avcoat a été légèrement reformulée et personne n'a remarqué que ce changement avait réduit sa capacité à respirer jusqu'à ce que des morceaux du bouclier flottent dans l'océan Pacifique.
Cette découverte a créé un problème sans solution miracle. La NASA a commandé un bouclier thermique repensé et plus perméable pour les futures missions Artemis, à commencer par Artemis 3. La solution pour Artemis 2 était une toute autre affaire. Au moment où la capsule Artemis 1 a améri et où les ingénieurs ont commencé à découper son bouclier, le bouclier thermique d'Artemis 2 était déjà construit et boulonné sur le vaisseau spatial. Le remplacer signifierait des années de retard supplémentaire pour un programme qui avait déjà une demi-décennie de retard. Le bouclier d'Artemis 2 était en fait moins perméable que celui qui avait échoué sur Artemis 1, car la NASA l'avait délibérément rendu plus dense pour tester la force de liaison entre le bouclier et la coque d'Orion. Ils ont donc pris une décision: voler tel quel. La logique était la suivante. Les dommages sur Artemis 1 ont été causés spécifiquement par le profil de rentrée par rebond. La technique où la capsule plonge dans l'atmosphère, rebondit puis replonge. Pendant ce rebond, la couche carbonisée externe a refroidi et s'est scellée, tandis que les couches internes restèrent brûlantes, emprisonnant des gaz qui n'avaient nulle part où aller. S'il changeait la trajectoire de rentrée pour maintenir le bouclier thermique sous une température élevée et continue tout au long de la descente, la couche carbonisée externe resterait perméable, et les gaz s'échapperaient normalement. Au lieu de faire des ricochets comme une pierre sur l'eau, Artemis 2 emprunterait une trajectoire plus abrupte et plus directe. Entrer vite, entrer chaud, et ne pas donner au bouclier le temps de se refermer. L'ancien astronaute Charles Camarda a publiquement exprimé son désaccord. Camarda, un expert en boucliers thermiques, qui avait fait partie du premier équipage de navette à voler après la catastrophe de Columbia, a estimé la probabilité d'un échec catastrophique à 1 sur 20, soit 95% de chances de succès. Cela semble rassurant jusqu'à ce que l'on se rappelle que le seuil de sécurité officiel de la NASA pour la perte d'équipage pendant la rentrée est censé être d'environ 1 sur 500. Camarda a comparé les outils d'analyse utilisés par la NASA pour évaluer le bouclier aux mêmes défaillances institutionnelles qui ont conduit à Challenger et Columbia. Il a déclaré que l'agence n'avait pas entièrement modélisé la façon dont les fissures pourraient se propager sous la trajectoire modifiée, et que la décision de voler était motivée par la pression du calendrier plutôt que par une certitude technique. Le fantôme qui planait sur toute la discussion, celui que personne à la NASA ne voulait invoquer mais auquel tout le monde pensait, était Columbia. Le 1er février 2003, la navette spatiale Columbia s'est désintégrée lors de sa rentrée lorsque de l'air surchauffé a pénétré une brèche dans son système de protection thermique causée par un morceau de mousse isolante qui avait heurté l'aile lors du lancement 16 jours plus tôt. Les 7 membres d'équipage sont morts. L'impact de la mousse avait été observé sur les caméras de lancement. Les ingénieurs de la NASA l'avaient signalé. La direction avait refusé d'enquêter davantage, arguant que des impacts de mousse s'étaient produits sur des vols précédents sans conséquences catastrophiques. La logique institutionnelle qui a tué ces 7 astronautes était que le système avait fonctionné auparavant, donc il fonctionnerait probablement à nouveau. 23 ans plus tard, la NASA demandait à l'équipage d'Artemis 2 de faire confiance à un bouclier thermique qui avait visiblement échoué lors de son seul vol précédent. Les parallèles étaient suffisamment inconfortables pour que Camarda invoque Columbia par son nom dans ses critiques publiques. La NASA s'est défendue. Les ingénieurs ont exécuté des simulations du pire des scénarios où des blocs entiers d'Afcoat étaient arrachés pendant la descente, et ont constaté que la structure composite sous-jacente d'Orion, renforcée de titane, pouvait survivre même à ce scénario. Une équipe d'examen indépendante a analysé toutes les données de test et a convenu avec les conclusions de la NASA. Le commandant Red Wiseman a déclaré aux journalistes qu'il avait assisté aux réunions d'ingénierie, qu'il avait lui-même examiné les données et qu'il était satisfait. Si nous nous en tenons à la nouvelle trajectoire de rentrée prévue par la NASA, a-t-il dit, alors ce bouclier thermique sera sûr pour le vol. Le 1er avril 2026, à 18h35, la fusée Space Launch System de la NASA a décollé du pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy, transportant les 4 astronautes pour le premier vol habité vers la Lune depuis Apollo 17 en décembre 1972. 53 ans,
plus d'un demi-siècle depuis qu'un être humain a quitté l'orbite terrestre basse. La fusée a fonctionné. Le vaisseau spatial a fonctionné. La manœuvre d'injection translunaire, une mise à feu de 6 minutes du moteur principal d'Orion, a poussé l'équipage hors de l'orbite terrestre et sur une trajectoire vers la Lune. Pendant les jours suivants, l'équipage a testé les systèmes d'Orion dans l'espace lointain, vérifié le support de vie, exécuté des procédures de navigation, pratiqué le pilotage manuel et mangé des macaronis au fromage réhydraté en sachet. Le 6 avril, ils ont fait le tour de la Lune. Ils ont établi un nouveau record pour la distance la plus éloignée jamais parcourue par un humain depuis la Terre. 252 760 miles, surpassant Apollo 13 de plus de 4000 miles, ils ont assisté à une éclipse solaire depuis la face cachée de la Lune que Glover qualifiera plus tard de la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Ils ont nommé un cratère du nom de la défunte épouse de Wiseman, Carol, dans un moment qui a fait pleurer tout l'équipage en direct à la télévision. Ils ont passé 1 semaine et demie à tester chaque système sur un vaisseau spatial qui n'avait jamais transporté de personne auparavant. Et au dire de tous, Orion s'est magnifiquement comporté. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, s'ils ne pouvaient même pas rentrer chez eux. Dans la soirée du 10 avril, l'équipage d'Artemis II tombait vers l'atmosphère. À 19h33, heure de l'Est, le module d'équipage s'est séparé du module de service de construction européenne. Le module de service, qui avait alimenté Orion pendant tout le voyage, brûlerait au-dessus du Pacifique. Il n'était plus nécessaire. Orion était seul. Une poussée de 18 secondes des propulseurs d'Orion a aligné le bouclier thermique avec la planète en dessous. Tout ce qui comptait maintenant, c'était la géométrie. L'angle d'attaque devait être précis. Trop abrupt et la capsule décélérerait trop violemment, soumettant l'équipage à des forces qui pourraient y causer des évanouissements ou pire. Trop plat et elle rebondirait sur l'atmosphère comme un caillou sur un lac et repartirait dans le vide sans aucun moyen de revenir. À 19h53, Orion a franchi l'interface d'entrée à 400 000 pieds. La capsule voyageait à près de 35 fois la vitesse du son, environ 24 661 miles par heure, à peine 130 miles par heure de moins que le record absolu établi par Apollo 10 en 1969. L'atmosphère, aussi fine qu'un murmure à cette altitude, a commencé à mordre. En quelques secondes, les molécules d'air s'accumulant contre le bouclier thermique se sont comprimées et surchauffées en plasma. La capsule a disparu à l'intérieur d'une gaine de gaz ionisé brillant à près de 5000 degrés Fahrenheit, la moitié de la température de la surface du Soleil. Par les hublots, l'équipage a regardé le monde se transformer en feu. Si vous avez déjà vu des images de rentrée, vous savez à quoi cela ressemble de l'extérieur. Une traînée de lumière blanche et orange traversant le ciel comme un météore, au ralenti. De l'intérieur, on a l'impression que les hublots fondent. À 1 minute et 22 secondes après l'interface d'entrée, le bouclier a atteint le pic de chaleur. C'était le moment où l'AFCOAT était censé se carboniser uniformément. Évacuant la chaleur couche par couche, ces gaz s'échappant vers l'extérieur à travers une croûte externe perméable. Si ce n'était pas le cas, si la couche carbonisée se scellait, si des poches de pression se formaient comme elles l'avaient fait sur Artemis 1, il n'y avait absolument rien que l'équipage puisse faire. Il n'y a pas de système de sauvetage pendant la rentrée. Pas d'abandon, pas de bouton d'éjection, pas de bouclier de secours. La NASA intègre de la redondance dans presque tout ce qu'elle fait voler. Pas le bouclier thermique. Il fonctionne, ou il ne fonctionne pas. Et l'équipage ne pouvait même pas dire au centre de contrôle ce qu'il voyait. Le plasma entourant la capsule n'était pas seulement chaud. Il était chargé électriquement et il bloquait les signaux radio de la même manière qu'un mur de bruit blanc noie une conversation. Les communications ont été coupées. Un silence radio prévu, oui. Attendu, oui, pris en compte dans chaque simulation. Cela ne le rend pas moins terrifiant quand cela vous arrive. Pendant 6 minutes, Wiseman, Glover, Koch et Hansen étaient les personnes les plus seules du système solaire, tombant à travers le feu à 4 fois la force de gravité, avec personne au sol capable de les entendre, de voir leur télémétrie ou de les aider si quelque chose tournait mal. Au centre de contrôle de Houston, le directeur de vol Jeff Radigan et son équipe étaient assis en silence.
Radigan l'avait décrit à l'avance avec le genre d'euphémisme dont les astronautes et les contrôleurs de vol ont le secret. Nous allons juste réfléchir aux choses pour rester calmes en attendant la réacquisition du signal. Pensez à ce que cela signifie. Une pièce remplie des ingénieurs aérospatiaux les plus compétents de la planète, des gens qui ont passé des années à s'entraîner pour ce moment précis, fixant des écrans qui ne montrent ça rien, écoutant des haut-parleurs qui ne diffusent rien, sachant que 4 de leurs collègues sont à l'intérieur d'une capsule en feu avec un bouclier connu pour être défectueux et que la prochaine voix qu'ils entendront confirmera soit que tout a fonctionné, soit que ça a échoué et il n'y a pas de troisième option. 6 minutes de ça, l'équipage a ressenti 3,9 G pendant la décélération maximale, près de 4 fois le poids de leur corps, les écrasant dans leur siège. Respirer devient un effort délibéré à ce niveau. Vous devez consciemment forcer l'air dans vos poumons contre la force qui essaie d'aplatir votre poitrine. Votre vision se rétrécit. Vos bras pèsent 40 livres chacun. Si quelque chose tourne mal avec l'orientation de la capsule et qu'elle commence à tournoyer, vous ne pouvez physiquement pas atteindre les commandes. La capsule elle-même tremble, et pas doucement. Le véhicule entier vibre alors que l'air surchauffé le frappe de toutes les directions. Par les hublots, si vous pouvez tourner la tête assez loin pour regarder, vous ne voyez rien d'autre que du plasma orange et blanc. Pas d'étoiles, pas de terre, pas de ciel. Juste du feu. L'astronaute à la retraite Butch Wilmore, qui a connu la rentrée lors de missions précédentes, a décrit le silence radio comme le sentiment le plus solitaire du vol spatial. « Vous savez que la coupure arrive », a-t-il dit, « mais le savoir n'aide pas. Vous êtes toujours à l'intérieur d'une machine en feu sans radio et sans option, comptant les secondes jusqu'à ce que le plasma se dissipe et que le signal revienne. Puis, juste avant 20 heures, une voix a grésillé à travers les interférences. « Houston, Integrity, on vous reçoit fort et clair. Red Wiseman. » Calme, posé, comme s'il venait juste de rentrer après avoir vérifié son courrier. Le bouclier a tenu. La trajectoire modifiée a fonctionné. Le chauffage continue à garder l'Avcoat perméable, les gaz se sont échappés et la couche carbonisée s'est érodée comme prévu. Lentement et de manière prévisible, sans se fissurer, sans se fracturer, sans projeter de morceaux d'elle-même dans le sillage hypersonique. 2 ans et demi d'analyse d'ingénierie et 100 tests à travers le pays avaient produit la bonne réponse. Le scénario de 1 sur 20 de Camarda ne s'est pas concrétisé. Le pari a été gagné. Ce qui a suivi s'est passé vite. À 22 000 pieds, 2 parachutes stabilisateurs se sont déployés, arrachant la vitesse d'Orion de plusieurs milliers de miles à environ 300. 1 minute plus tard, à 6 000 pieds, 3 énormes parachutes principaux se sont ouverts, chacun de la taille d'un terrain de football, ramenant la capsule à une douce vitesse de 17 miles par heure. À 20h07, heure de l'Est, Orion a frappé l'océan Pacifique au large de San Diego avec ce que le commentateur de la NASA a appelé « un amérissage parfait en plein dans le mille ». L'ensemble de la rentrée de l'interface d'entrée à l'amérissage a duré 13 minutes. Le silence radio en a représenté 6. La phase de chaleur maximale, les 4 minutes où le bouclier était sous contrainte maximale et l'équipage était complètement seul, et ce dont la mission se souviendra, longtemps après que les rapports d'ingénierie soient archivés et que les conférences de presse soient oubliées. Parce que la chose dont personne ne parle assez, c'est ce que ces 4 personnes ont emporté avec elles dans cette capsule. Pas seulement les données de vol, les listes de contrôle et les procédures répétées 1000 fois. Ils portaient une liste quelque chose de plus lourd que tout ça. Red Wiseman portait 2 filles qui avaient déjà perdu leur mère. Il avait publié un selfie avec Katie et Ellie avant le lancement et avait écrit « J'aime ces 2 dames et j'embarque dans cette fusée en tant que père, très fier. » 6 ans plus tôt, termé, on avait diagnostiqué un cancer à sa femme Carol. Elle lui a dit de ne pas quitter la NASA, de ne pas rapprocher la famille de leurs proches sur la côte Est. Elle a dit « C'est ici que tu travailles. Et tu aimes ton métier. Nous ne devrions pas abandonner ça pour cela. » Elle est décédée en mai 2020 à 46 ans. Il a élevé les filles seul, s'est entraîné pour la mission la plus dangereuse de toute une génération, puis s'est assis à l'intérieur d'une capsule en feu sans aucun moyen d'appeler à la maison pendant 6 minutes, sachant que si les calculs étaient
et qu'il était faux, ses filles déperdraient aussi leurs seuls parents restants. 4 jours plus tôt, flottant à 252 000 miles de la Terre, plus loin qu'aucun humain n'avait jamais voyagé, l'équipage avait regardé par les hublots d'Orion des cratères qu'aucun œil humain n'avait jamais vus. Jeremy Hansen, la voix tremblante, a dit à Houston que l'équipage voulait nommer l'un d'eux Carol. Un point lumineux sur la Lune, l'a-t-il appelé, visible depuis la Terre à certains moments du cycle lunaire. L'équipage s'est pris dans les bras et a flotté en silence tandis que le centre de contrôle de mission n'a rien dit pendant 45 secondes. Victor Glover, le pilote de la mission et le premier astronaute noir à voler au-delà de l'orbite terrestre basse, a qualifié l'éclipse solaire à laquelle ils ont assisté depuis la face cachée de la Lune de l'un des plus beaux cadeaux de la mission. Christina Koch, qui détenait déjà le record du plus long vol spatial continu par une femme, a décrit la face cachée de la Lune comme quelque chose qui défiait les simulations qu'ils avaient étudiées pendant des années. Et Hansen, le colonel de l'armée de l'air canadienne, devenu le premier non-américain à voler au-delà de l'orbite terrestre basse, a utilisé le moment du record de distance pour lancer un défi. Nous choisissons ce moment pour mettre au défi cette génération et la suivante de veiller à ce que ce record ne dure pas longtemps. Ils sont revenus à travers le feu avec un bouclier thermique dont tout le monde convenait qu'il était imparfait. Certains l'ont qualifié d'assez sûr, d'autres l'ont qualifié d'imprudent. L'équipage a appelé son vaisseau spatial Integrity et l'a fait voler quand même. Quand les parachutes se sont ouverts et que la capsule a dérivé vers le Pacifique sous 3 immenses voilures, l'équipage de l'ISS a regardé depuis l'orbite et l'astronaute Jessica Meir a partagé une photographie de la traînée de rentrée traversant l'atmosphère sous eux. Les équipes de récupération de l'USS John P. Murtaugh se sont approchées de la capsule qui tanguait dans des bateaux pneumatiques. Les courants océaniques ont ralenti l'installation du radeau gonflable qu'ils appellent le Porsche d'entrée, la plateforme qui servirait de pont entre la capsule et les hélicoptères attendant de transporter l'équipage jusqu'au navire. Des plongeurs sont entrés dans la capsule pour vérifier l'état des astronautes et effectuer les premières évaluations médicales. Tous les 4 étaient en bonne forme, l'officier médical sous-marin l'a confirmé. Un par un, les astronautes sont sortis par l'écoutille qu'ils avaient utilisée pour la dernière fois il y a 10 jours et près de 700 000 miles. Wiseman est sorti le dernier, a posé le pied sur le radeau et a levé les yeux vers un ciel à travers lequel il tombait quelques minutes plus tôt. Nikki Fox, l'administratrice associée de la NASA pour la science, a qualifié la rentrée de parfaite. Le commentateur Rob Navias, qui narrait les missions de la NASA depuis des décennies, a finalement lâché. C'est une descente parfaite pour Integrity, son équipage semble sain et sauf à bord. La NASA inspectera le bouclier thermique d'Artemis II dans les semaines à venir. Ils compareront les schémas de carbonisation à leurs modèles, mesureront l'érosion et détermineront si la trajectoire modifiée s'est comportée comme prévu ou s'ils ont eu de la chance. Pour Artemis III, un bouclier repensé avec une meilleure perméabilité est déjà en production. Le pari que la NASA a fait sur Artemis II n'aura pas besoin d'être refait. 13 minutes de l'atmosphère à l'océan. 6 minutes de silence. 4 minutes de chaleur maximale où tout devait tenir et a tenu. 4 astronautes courants sont montés dans une capsule avec un défaut connu, ont fait confiance aux ingénieurs qui ont dit qu'ils le comprenaient et ont chevauché une boule de feu contrôlée jusqu'à la surface de l'océan Pacifique à près de 5 fois la vitesse d'une balle de fusil. Nous les avons envoyés sur la Lune parce que nous le pouvions. Nous les avons ramenés à la maison parce que le bouclier a tenu. Et quelque part sur la face visible de la surface lunaire, il y a un petit cratère brillant qui n'a pas encore de nom officiel. L'équipage l'appelle Carol. Si vous savez où regarder, vous pouvez le voir depuis votre jardin à certaines phases du cycle lunaire. Un petit point lumineux sur la frontière entre le côté de la Lune que nous connaissons et le côté que nous commençons tout juste à explorer. Ça semble plutôt juste. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.